Conformément aux dispositions de la Constitution de la République du Tchad, le Premier ministre Pahimi Padake Albert a présenté solennellement le programme politique de son gouvernement le 26 février 2016 pour solliciter le vote de confiance de l'Assemblée nationale. À l'entame de sa présentation, le Premier ministre a au nom de tous les membres du gouvernement et en son nom propre vivement remercié le président de la République, Idriss Déby Itno, pour la marque de confiance placée en leur personne. Le programme politique du gouvernement du 16 février, faut-il le mentionner, tire sa source naturelle du projet de société du président de la République, chef de l'État, qu'il a traduit en engagement solennel lors du début du quinquennat le 8 août 2011. Ce programme ambitieux, à même de répondre aux attentes du peuple tchadien, s'articule autour de 6 axes majeurs, comme l'a si bien indiqué le chef du gouvernement devant la représentation nationale. Le programme de mon gouvernement est guidé par des objectifs clairs et concrets articulés autour de 6 axes majeurs. 1. Veiller à la tenue du scrutin présidentiel dans les conditions de transparence absolue et dans la sérénité. Assurer la protection des Tchadiens en poursuivant les efforts dans le domaine de la sécurité et de la préservation de la paix. Juguler la crise économique et financière qui affecte notre pays par les actions concrètes en matière de gestion des ressources et de relance de l'économie. C'est le point 3. 4. Apporter des réponses immédiates aux préoccupations de nos concitoyens, notamment en matière d'emploi des jeunes, d'approvisionnement des zones déficitaires en production céréalière et d'alimentation de bétail. 5. Poursuivre les actions engagées par les gouvernements précédents dans tous les secteurs de la vie nationale. 6. Projeter l'avenir à l'aune des importantes évolutions institutionnelles annoncées par le chef de l'État le 9 février 2016. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, le défi immédiat et la première priorité de mon gouvernement sera de garantir les conditions de bonne tenue du scrutin présidentiel, qui est un rendez-vous déterminant pour l'avenir de notre pays et pour le raffermissement de notre démocratie. À ce sujet, j'affirme solennellement que le gouvernement ne lésinera sur aucun moyen pour réunir toutes les conditions nécessaires afin de venir, en appui à la Commission électorale nationale indépendante CENI, pour la bonne conduite du calendrier électoral et notamment la bonne organisation des élections libres, transparentes et crédibles dans un climat politique et social apaisé. La stabilité de notre pays et la sécurité à l'intérieur de notre territoire, ainsi que la sécurité à nos frontières et chez nos voisins, sont les conditions essentielles à l'instauration de la paix durable pour le développement de notre cher pays. En effet, la paix et la stabilité, notamment, constituent à la fois des impératifs catégoriques et une exigence de tous les instants pour le raffermissement de la démocratie qui s'impose aujourd'hui à nous avec une évidence si forte qu'aucun responsable politique digne de ce nom ne peut désormais s'en départir, eu égard à l'histoire tumultueuse de notre pays. Comme le recommande le texte de l'Assemblée nationale, après la présentation du programme politique du gouvernement, les discussions générales s'en sont suivies. Dans un esprit démocratique, les élus du peuple ont exprimé leurs préoccupations et posé autant d'interrogations sur la vie politique, économique, sociale, et la liste est loin d'être exhaustive. Dans
ce programme, le Premier ministre a dit aussi que ça va se calibrer sur le cadrage budgétaire. Et pourtant, on a vu l'évolution qu'il y a eu depuis l'adoption de la loi de finances, où quelques points ont fait un peu l'inquiétude au niveau surtout de l'emploi des jeunes qui déferlent encore la chronique. Je crois que les efforts qui sont consentis ici sont un peu au-delà du cadrage budgétaire. Et il y aura plutôt un réajustement à faire. J'aimerais terminer par une petite inquiétude parce que j'ai vu avec beaucoup de joie l'aménagement des voiries urbaines des grandes villes. Et puis dans la liste, je n'ai pas vu la ville de Doba, qui est restée la terre battue tout ce temps. Alors je ne sais pas pourquoi Monsieur le Premier ministre a sauté la très grande ville de Doba et qu'il n'est pas prévu l'aménagement donc de la voirie urbaine. Madame Élise Loum. Merci, Monsieur le Président. Donc, il a dit que c'est un programme qui parachève ce quinquennat et qui jette les bases de la poursuite d'un autre mandat. D'ores et déjà, je voudrais simplement et humblement inviter les collègues à accorder cette confiance à vous-même et à votre gouvernement, non seulement parce que vous êtes un ex, par solidarité également, à nos 3 collègues que vous emportez, mais surtout pour la profondeur et l'objectivité et surtout le fond stratégique du programme politique que vous venez de nous présenter. Madame Djivihan Dabé Marsou. Je me dis, a-t-il vraiment les moyens nécessaires pour parachever l'œuvre que ont commencé ses prédécesseurs? Vous savez tous que quand nous quittons N'Djamena pour nous rendre soit au sud, en passant par Kélo, rien ne va. Les routes ont été dégradées et ça ne marche plus. Alors, qu'entendiez-vous faire? Monsieur le député Issa Badi. Je voudrais vous citer dans votre programme en page 7. Vous dites, au plan financier, notre pays subit une crise conjoncturelle marquée par le double choc exogène, à savoir la baisse drastique des revenus pétroliers et les méfaits de la nébuleuse Boko Haram sur notre économie. À cela s'ajoute une crise structurelle causée par l'explosion de la charge de personnel affectant sérieusement les équilibres macroéconomiques d'une part et défiant les critères et normes de convergence dans la sous-région d'autre part. Fort de cela, Monsieur le Premier ministre, quelle est la raison fondamentale de l'augmentation des membres du gouvernement qui étaient de 29 dans l'ancien gouvernement à 38 dans l'actuel? Le député Ali Abakaraji. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je voudrais avant tout, en cette circonstance solennelle, exprimer à son Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, toutes nos félicitations et tous nos encouragements à lui-même et à son équipe gouvernementale. Nous ne pouvons qu'entériner votre programme politique qui nous agrée parfaitement. Sans commentaire, je demanderai donc à mes collègues de faire un vote positif. Je vous remercie, Monsieur le Premier ministre. Le député Lambda Gouloutaria. Monsieur le Premier ministre, comment allez-vous vous prendre pour la mise en œuvre de votre programme politique et surtout les moyens y afférents? En ce qui concerne le recrutement à la fonction publique de 5060 jeunes, quel sera le mode de ce recrutement? Le dit recrutement se fera sur la base de quel budget?
le budget. Enfin, que prévoit-on à ceux qui ne seront pas retenus en 2016? N'est-ce pas là, une fois de plus, Monsieur le Premier ministre, une plaisanterie de mauvais goût? En tout état de cause, Monsieur le Premier ministre, je ne doute pas du tout, pas un seul instant, de votre compétence. Et j'admire donc votre courage d'avoir accepté cette tâche exaltante. Mais simplement, très franchement, je plains votre sort. Docteur Jacques. C'est juste des contributions que je voudrais faire, parce que pour nous permettre, tout à l'heure, nous sommes prêts à lui donner notre accord, mais pour nous permettre nous-mêmes de suivre avec lui, et peut-être après ces premiers 100 jours, quand il va commencer par dire le bilan à mi-parcours de son programme, il aurait été souhaitable qu'il fixe les bornes qui vont les conduire à la réalisation de ces objectifs pour nous permettre de regarder. Votre programme est un programme cohérent qui a pris en compte tous les objectifs fixés par vos différents départements ministériels. La population tchadienne a besoin de savoir comment vous allez relever certains défis de l'heure pour apaiser ses craintes, à savoir comment assurer et sécuriser la régularité des salaires. Le député Omar Ibn Daoud. Vous avez évoqué deux raisons pour que nous, les justiciables, là, on soit rétablis dans nos droits et qu'il n'y ait pas de frustration. Vous avez dit que c'est la capacité et les moyens. À mon humble avis, ce n'est pas ça le problème de la justice tchadienne. C'est le manque de magistrats même qui devait couvrir l'ensemble du territoire. On n'a pas assez de magistrats, c'est un réel problème. Les peu de magistrats qu'on a, la corruption a gagné le dessus. Mais si votre gouvernement va renforcer seulement la capacité des magistrats existants et leur donner les moyens, je pense que le problème n'est pas réglé. Ça reste entier. Le député Manadji Torkoum Bertin. Le 12 décembre 2014, l'Assemblée nationale a adopté la loi numéro 31 qui parle du renforcement de la caisse des deux institutions, surtout l'institution FONAGE, le Fonds national d'appui à la jeunesse. Il y a deux sociétés qui déboursent annuellement 2,3 milliards pour financer le projet des jeunes. Il y avait des réticences auprès des brasseries et de la MCT, mais après avoir expliqué à ces deux sociétés, elles sont revenues à la raison, sur de bons sentiments, et les fonds sont régulièrement décaissés. Force est de constater que jusqu'aujourd'hui, FONAGE continue à faire des découvertes auprès des banques pour financer les projets des jeunes, alors que les fonds sont déjà placés dans un compte. Le directeur général, à chaque fois, m'informe. Je fais des démarches auprès du ministre des Finances. Des instructions sont données. Mais au niveau de la trésorerie générale, il y a un obstacle. L'autorité de l'État est respectée où dans ce problème-là? Avec franchise et objectivité, vos engagements sont difficiles à tenir, surtout à 2 mois des élections présidentielles. Vous vous engagez à accélérer la diversification de l'économie. Tout à l'heure, mon collègue
Matoengue a parlé de la crise que traverse la CSC. Comment vous pouvez accélérer la diversification de l'économie et de l'autre côté, vous tuez la CSC. Vous contribuez à la fermeture de la CSC. La CST qui verse 14 milliards à l'État tchadien comme impôt se trouve ici aujourd'hui en état de crise, incapable de vendre son sucre. Et ce sont les sucres importés qui sont vendus sur le marché. C'est aberrant, Monsieur le Premier ministre. Et je voudrais savoir donc par quels moyens pouvez-vous diversifier cette économie? Vous n'êtes pas convaincu de ce que vous dites. Vous envisagez de créer aussi des opportunités d'emploi pour absorber le chômage des jeunes dans les secteurs des travaux publics et de l'agriculture, pendant que les chantiers sont bloqués, pendant que les infrastructures sont dégradées. Le député Béral. Vous arrivez dans un contexte de crise généralisée. Crise financière, crise sociale, crise culturelle et même identitaire, puisque nous ne savons plus où sont l'essence des valeurs. Ce qui était une valeur devient un vice aujourd'hui, ce qui est un vice devient une valeur. Et dans ce contexte de crise généralisée, vous nous promettez la continuité. Ex-collègue comme vous êtes, je connais et reconnais votre grande acuité intellectuelle. Au nom de cette acuité intellectuelle, vous serez d'accord avec moi que la continuité de l'échec, c'est l'échec. Puisque vos prédécesseurs ont échoué sur tous les fronts et que vous nous promettez de continuer leur œuvre, alors vous nous promettez l'échec, Monsieur le Premier ministre. Pourquoi est-ce que je dis cela? C'est pour une raison simple. Vous avez épousé le lieu commun qui consiste à désigner les actes de la nébuleuse Boko Haram et le contexte macroéconomique, c'est-à-dire la dégringolade du prix de baril de pétrole sur le marché comme étant les causes principales du désastre dans lequel nous sommes empêtrés. C'est faux. C'est faux, absolument faux. Notre pays est en train de vivre une situation qui est née d'une certaine manière très peu orthodoxe de gérer les deniers publics. Alors, même si vous avez placé votre discours sous le sceau de l'invocation divine, vous avez invoqué le bon Dieu pour vous aider à accomplir votre mission, mais sur la liste de votre gouvernement, je n'ai pas vu le nom du Saint-Esprit, donc je n'y crois pas. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le député Jimé Klama Bagao. Mes félicitations à notre ex-collègue. Vraiment, en prenant connaissance du programme, comme les uns l'ont relevé avant moi, c'est bien écrit. Ça prouve la capacité intellectuelle de mon cher frère, le président Payimi. Mais malheureusement, j'ai tellement de la crainte que mon frère n'arrivera pas peut-être à tenir, parce que le texte est bien fait comme à la tchadienne, toujours. Mais l'applicabilité, ça posera problème, étant donné que les moyens, ils manqueront toujours. Et il manquera toujours la volonté qui a été d'habitude. Le député Tchadi. La situation est très difficile. Je crois que la Commission nationale des dettes ne va pas me démentir. La situation économique est très difficile. Et par rapport à cela, la stratégie mise en place pour résorber la dette intérieure, je pense qu'il fallait la CONAT réfléchisse. Alors, quelle est la stratégie mise en place par votre gouvernement? J'ai un peu d'inquiétude parce que, quelqu'un l'a très bien dit, quand on n'a pas une stratégie claire, définie, il est difficile de résorber cette situation. Et effectivement, il faut rappeler un peu vos collaborateurs et les différents responsables chargés de la gestion de ce problème-là à l'ordre.
il faut effectivement, dans ce cadre, établir un plan de trésorerie clair. Tous les acteurs impliqués dans la mise en place de ce plan de trésorerie doivent respecter un certain nombre de critères. Le député Abdias. J'ai parcouru le programme, mais vous n'avez pas mis l'accent sur les possibilités de renforcer la dynamique du système éducatif. Parce que nos mœurs sont en train de mourir. Nos meilleures mœurs, nos us et coutumes sont bafoués et nos jeunes sont le reflet, l'expression, nos enfants nous renvoient le cliché de ce que nous-mêmes nous ne sommes pas capables de faire ou de leur offrir. La qualité de l'éducation manque. Les espaces scolaires sont devenus de véritables espaces de violence, de perversion, de bestialité, et cela ne nous honore pas. Faisons en sorte que l'identité culturelle, la qualité de vie sociale du Tchadien soit respectueuse. Nous sommes un pays émergent. Quel regard le monde a sur nous aujourd'hui? Nous prétendons à l'émergence, mais on n'émerge pas avec beaucoup de clichés négatifs. De ce point de vue, Monsieur le Premier ministre, je voudrais, à titre de contribution, que vos services ministériels, je veux parler de l'éducation nationale, du ministère de la Sécurité, se mettent en synergie, et également le ministère de l'Action sociale, fassent de manière à ce qu'il y ait un renforcement des dispositifs d'éducation en faveur de nos jeunes, parce que les loisirs sains manquent, les jeunes ne savent quoi faire et ils ne font que nous renvoyer des clichés négatifs. J'estime que la malgouvernance, le détournement des biens des deniers publics et l'évasion fiscale sont pires que ce que vous avez cité. Ces fléaux qui mettent en mal l'économie nationale de notre pays. Monsieur le Premier ministre, chef de gouvernement, qu'est-ce que vous préconisez concrètement pour juguler ces fléaux? Le problème crucial de notre pays à l'heure actuelle est celui du manque d'eau en milieu rural. Vous êtes témoin, Monsieur le Premier ministre. Ici, dans cette même salle, nous avons interpellé en vain tous les ministres en charge de l'eau. Nous leur avons tracé même des pistes. Ce n'est pas par miracle si certains pays ayant le même relief que nous ont réussi à solutionner ces problèmes. Je vais citer le Burkina Faso et le Soudan voisin seulement. Tous leurs efforts ont été axés sur les bassins de rétention d'eau, les mares artificielles, les barrages et les forages profonds. Et ceci à moindre coût. Vous avez survolé, Monsieur le Premier ministre, cet aspect du problème qui est très important. Vous lui avez consacré juste 3 lignes, page 13 de votre programme. L'éleveur tchadien, le paysan tchadien perd 70% de son énergie à la recherche de quelques rares points d'eau au risque de perdre sa vie ou celle de ses animaux. Merci, monsieur le député Khassir. Le député Prosper. Vous êtes arrivé à la fin d'un quinquennat où les autres ont aggravé la situation et que vous êtes seulement là pour 2 ou 3, 4 mois. Comment vous pouvez faire un programme comme ça en 4 mois? Je pense que c'est impossible. La situation actuelle au Tchad, c'est le social. Lorsqu'on avait adopté le budget, on avait dit qu'il n'y a pas l'intégration. Et à partir de janvier, les gens sont dans la rue. Le salaire me vient difficilement. Mais comment en 3 mois vous pouvez résoudre tous ces problèmes? Est-ce que vous êtes sûr? Est-ce que c'est le même programme que vous allez conduire? C'est ça le problème. Le député Abdelrahman Ahmad Bourgo. Tout à l'heure, les gens plaidaient pour avoir des routes entre des départements, entre des sous-préfectures. Mais notre souhait, c'est de relier nos chefs-lieux de région. En prenant les 8 régions, centre, nord,
nous n'avons même pas 1 centimètre de route bitumée. Et ce qui entraîne un déséquilibre de développement. Et ce qui entraîne le désordre. Car là où il n'y a pas la route, il n'y aura pas le développement. Le député Issa Mardo Djabir. Au regard des efforts consentis par le Tchad et compte tenu des relations très appréciables qu'on a avec nos partenaires techniques, je voudrais aussi poser la question au Premier ministre. Qu'est-ce qui est attendu de nos partenaires? Est-ce qu'il y a une requête qui a été adressée? Qu'est-ce qui a été conclu pour que toutes ces questions-là soient prises en compte? Le député Abdelrahman Amat Choukou. Monsieur le Premier ministre, parmi les mesures à prendre pour gérer la crise économique et financière qui affecte le pays, vous avez cité l'engagement du gouvernement à poursuivre l'application des décisions et mesures importantes prises au cours du séminaire gouvernemental sur la mobilisation des ressources et la maîtrise des dépenses. Ma première question à ce niveau est: l'application de ces mesures et décisions est-elle effective? Si oui, ont-elles été évaluées? Si oui, encore, quels sont les résultats? Le dernier intervenant, Ali Kolotou Tchaimi. Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, chers frères et ex-collègues, de prime abord, je voudrais renouveler mes félicitations au Premier ministre et à l'ensemble de son gouvernement pour la confiance placée par le Président de la République, chef de l'État. J'ai retenu 3 éléments extrêmement importants. J'ai noté la fidélité de ce programme par rapport aux engagements du Président de la République, la clarté et l'exhaustivité dans la présentation du document de politique du gouvernement du 16 février. Ensuite, sur le fond, nous avons relevé avec satisfaction 3 éléments clés en termes de priorité absolue de ce gouvernement. Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, ai-je besoin de rappeler que vous, ainsi que les membres de votre gouvernement, êtes issus de rang de la majorité parlementaire? Vous êtes commis par le Président de la République pour mettre en œuvre ces engagements. À ce titre, je voudrais, au nom de la majorité, vous rassurer de notre soutien total dans et en dehors de l'hémicycle. Vous êtes appelés à agir dans un contexte socio-économique difficile, en plus des défis électoraux qui se profilent. Nous exerçons à faire courageusement face à cette situation. La majorité ne faillira pas à ses responsabilités. Vous avez reçu la confiance du Président de la République, vous aurez celle de votre majorité. J'appelle à tout le monde de faire œuvre utile. Je vous remercie. Aux multiples interrogations soulevées par les députés, le Premier ministre Payimi Padaké Albert a sans détour donné des éléments de réponse. Ces contributions touchent, et c'est revenu plusieurs fois, l'équité à avoir dans le recrutement des jeunes. Le souhait que nous partageons est que le recrutement tienne compte de l'ancienneté des promotions qui sortent d'école et qu'il n'y ait pas de système de pistons qui favorise les uns au détriment des autres. Cette contribution-là, nous notons avec beaucoup de satisfaction et tout sera mis en œuvre pour que l'équité soit véritablement respectée dans la matière. Il y a eu aussi des contributions sur la répartition des infrastructures. Je comprends très bien, députés, même avec le mandat national, chacun est élu de quelque part et souhaiterait que ces infrastructures viennent dans la circonscription. Nous n'avons pas voulu faire simplement les détails. Les quelques axes que nous avons soulignés sont simplement des axes qui amènent le désenclavement du Tchad vers les frontières.
à l'intérieur, il y a beaucoup d'autres segments que nous n'avons pas voulu développer parce que ça nous prendrait énormément de temps et ferait parfois aussi des jeunes. Il y a eu, nous avons reçu cela comme contribution sur le quota des femmes. C'est vrai qu'au dernier gouvernement, il y avait 5 femmes, c'est passé à 7. Ce n'est pas suffisant. Nous notons cela comme une contribution et un effort devra être fait pour que les prochaines fois, nous puissions avoir un quota plus élevé que les 18% notés aujourd'hui. Cependant, il faut qu'on se le dise aussi, il est de la responsabilité de chacun de nous de faire en sorte que nos filles soient encouragées à poursuivre les études, ce qui n'est pas encore tout à fait le cas aujourd'hui. C'est la responsabilité du gouvernement, c'est la responsabilité des pères de famille et des mères de famille que nous sommes. Nous avons reçu également comme contribution la volonté de pousser un peu plus loin la décentralisation et la démocratie locale, tout en réfléchissant dans les projections allant vers la fédération telles que projetées par le chef de l'État. La cybercriminalité. Vous vous souvenez qu'ici même, vous avez créé l'agence à propos. Cette agence étant créée par loi, nous sommes dans la phase de mise en œuvre pratique de cette agence, étant entendu que le phénomène devient une réalité dans notre pays. La maîtrise de l'eau, soulignée par beaucoup d'intervenants. Il est vrai, et un député a cité l'exemple des pays comme le Burkina Faso. Dans un pays sahélien comme le nôtre, où les aléas climatiques impactent chaque année nos résultats agricoles, il est une obligation de toutes les façons que nous arrivions à maîtriser les eaux de surface pour faire en sorte que notre agriculture dépende moins des aléas climatiques, mais aussi notre élevage et les pasteurs. La lutte contre le conflit éleveur-agriculteur ne trouvera son épilogue véritablement que le jour où nous aurons maîtrisé les eaux de surface, là où se trouvent les pasteurs, pour les fixer mieux, ce qui éviterait la confrontation entre agriculteurs et éleveurs. C'est une contribution que nous notons avec beaucoup d'attention. Au-delà des contributions, nous avons noté aussi quelques scepticismes, c'est naturel, exprimé d'ailleurs de façon très éloquente par la voix de mon ami Béral. Ce scepticisme que nous avons écouté, nous recevons cela comme un appel au labeur. Cela doit nous pousser à faire mieux, à faire davantage pour que demain, par les actes, nous arrivions à démentir le scepticisme. Pour le moment, nous ressentons ce scepticisme comme un appel au labeur, un appel au travail. Un député a dit, nous utilisons le mot immédiat, pourquoi? Oui, immédiat, parce que les problèmes sont immédiats eux-mêmes. Nous ne pouvons pas attendre. Vous soulevez vous-même la question des salaires. Est-ce qu'on peut attendre pour assurer la régularité des salaires? C'est une action immédiate. Il faut y aller et tout de suite. Maîtriser nos régies, il faut y aller et tout de suite. L'immédiat, c'est la conjoncture qui nous l'impose. Cette conjoncture qui nous l'impose, c'est véritablement les chocs exogènes parce que c'est extérieur à nous. Nous n'avons pas été à l'origine de ces chocs. Qui peut dire aujourd'hui que le Tchad a influencé sur les cours mondiaux du pétrole? Personne. C'est un phénomène venu d'ailleurs. Nous en subissons les conséquences. Et nous en subissons tellement qu'aujourd'hui, notre pays se retrouve
avec 70% de ses recettes perdues. Mais ce n'est pas notre faute. Lorsque le pétrole se vendait à plus de $100 le baril et qu'aujourd'hui c'est autour de 30, la perte, elle est exogène, ce n'est pas le fait du gouvernement tchadien. Le terrorisme n'est pas né chez nous. C'est un phénomène qui est arrivé et pour lequel nous sommes obligés de nous battre contre. Mais pour nous battre, l'engagement de nos forces à l'extérieur de nos frontières impose des engagements financiers importants. Qui peut dire aujourd'hui qu'il ne fallait pas le faire? Hier, les d'aucuns ont dit non, on aurait dû ne pas nous engager. L'histoire nous a démontré par les kamikazes dans notre capitale et dans nos villes que nous avions eu raison d'intervenir. Nous ne l'aurions pas fait. Quelle aurait été la situation dans notre pays aujourd'hui? En même temps que nous avons des engagements financiers énormes pour lutter contre le terrorisme, les pays voisins sont déstabilisés, vous le savez. Notre pays représente aujourd'hui un îlot de paix, d'où l'arrivée massive des réfugiés et des déplacés. Un député l'a relevé, cela nous a demandé également beaucoup de mobilisation des ressources financières. Donc, tout ceci ramassé, nous sommes tout à fait dans un contexte de choc exogène. Ce n'est pas endogène. Nous devons donc répondre à cela et de façon immédiate et urgente. Face à cette situation, comment offrir 20 000 emplois aux jeunes? Mesdames et messieurs les députés, est-ce que nous pouvons dire que nous avons des difficultés et que pour cette raison, nous devons abandonner notre jeunesse? Je pense que personne ne dira « abandonnons la jeunesse ». Nous sommes obligés de nous battre pour faire en sorte que nous avancions ensemble avec cette jeunesse qui attend. D'où 5065 jeunes qui seront recrutés à la fonction publique. Mais les 5065, quand on dit remplacement numérique, ne tombons pas dans un débat de sémantique. Remplacement numérique parce que ça ne gonfle pas le budget de l'État. Mais le jeune diplômé, lui qui arrive, il arrive bien avec un nouvel emploi. Donc, c'est des emplois nouveaux que nous mettons à la disposition des jeunes. Au niveau de la police, le concours est lancé avec une répartition sur l'ensemble des régions. Chacun le sait, les jeunes sont en train de vouloir concourir. Dans la gendarmerie, depuis quelque temps, vous savez très bien que quand un concours est lancé, l'objectif est d'amener l'ensemble de nos communautés à se brasser à l'intérieur de nos forces de sécurité. Et donc, tous les jeunes de toutes les régions vont se retrouver à l'intérieur de ce recrutement pour avoir un brassage important. Il en va de même pour les autres corps de l'armée. D'où les 20 000 annoncés pour 2016, ce sont des 20 000 emplois réels sur la base d'une obligation que nous nous donnons en tant que gouvernement pour ne pas laisser les jeunes sur le carreau. On dit non, il y a 2 mois, ce n'était pas possible. Il a fallu que les jeunes manifestent pour que le gouvernement réagisse. Mais qui reprocherait au gouvernement d'avoir écouté sa jeunesse? C'est tant mieux si le gouvernement écoute sa jeunesse. Certains députés ont soulevé la question des recettes ordinaires en citant la brasserie. Ce n'est qu'un exemple. Il est évident que malgré le choc exogène parce que les recettes pétrolières baissent, l'insécurité fait qu'un pays enclavé comme le nôtre, le commerce avec l'extérieur est aussi fragilisé et donc ça joue sur les recettes fiscales. Malgré tout, le gouvernement est bien obligé
de prendre en main les régies de recettes pour faire en sorte que les recettes au niveau national puissent augmenter par la maîtrise des régies. Au-delà de la maîtrise des régies, on ne peut pas avoir de recettes à la sortie si en amont on n'a pas injecté des ressources dans l'économie. D'où l'importance de la question de paiement de la dette intérieure. Cette question est également cruciale et immédiate. À ce niveau, nous ne perdrons pas de temps. Les discussions sont bien avancées avec les banques de la place pour que les créances de nos opérateurs locaux puissent être prises en charge et payées rapidement afin d'injecter des ressources nouvelles dans l'économie afin de booster les recettes fiscales. La taille du gouvernement. Malgré ce contexte, pourquoi la taille du gouvernement? Vous avez dit vous-même que le gouvernement n'a pas beaucoup de temps. Mais lorsque vous allez dans votre champ et que votre temps est court, la meilleure façon de finir rapidement ces champs, c'est d'aller en grand nombre. C'est les défis qui nous amènent à ce chiffre-là. La crise sociopolitique, je n'en ferai pas outre commentaire. La crise sociale est due aux deux chocs dont nous parlions. La raréfaction de nos ressources a fait que le gouvernement a des difficultés à payer régulièrement les salaires, d'où revendications corporatistes normales et légitimes. Le gouvernement doit donc, et nous continuerons à le faire, des efforts pour payer régulièrement les salaires. Cependant, il y a d'autres revendications. Je dis dans le programme du gouvernement que les revendications auront une oreille attentive chaque fois qu'elles sont sérieuses et légitimes. Mesdames et messieurs les députés, est-ce que vous estimez que c'est légitime que la société civile se lève apolitique par la loi pour dire « j'interdis à tel citoyen d'être candidat ». Je demande à tel président de la République de démissionner pour ouvrir une transition. Est-ce que vous trouvez une telle revendication sérieuse et légitime? Je dis non. Chacun dans un pays doit jouer sa partition. Les forces sociales ont leur part. Leur revendication est légitime quand elles revendiquent ses conditions de vie, ses intérêts moraux et matériels, mais pas des revendications à caractère politique. Voilà pourquoi je vous dis, le gouvernement n'a pas vocation à interdire des manifestations. Le gouvernement assume sa part de responsabilité d'avoir la quiétude dans le pays, assurer les biens et la vie des personnes dans la sérénité. Au niveau des marches, lorsque on dit le gouvernement a interdit telle ou telle autre marche, c'est vrai que la Constitution prévoit des formes de revendication, l'expression plurielle, ça peut être les sit-ins, ça peut être des marches, mais toutes ces manifestations sont encadrées par des textes réglementaires, par des textes législatifs. Il faut emprunter la voie normale pour demander à manifester. L'autorité qui doit donner cette autorisation a, elle aussi, le droit d'apprécier en fonction du contexte si cette marche peut être encadrée, se dérouler dans la paix, sans qu'il y ait atteinte aux personnes et aux biens. Si l'autorité se trouve dans l'incapacité momentanée d'encadrer cette marche-là, la loi lui permet de l'interdire en attendant que les circonstances soient meilleures. C'est une question de respect des textes de la République. Il n'y a pas de raison, quelque part, de refuser délibérément une marche, une manifestation, si elle peut se dérouler
dans des conditions de paix et de sérénité dans notre pays. La question de la justice. J'ai écouté, d'aucuns ne croient pas à la volonté politique de faire les réformes. Je vous affirme que le gouvernement a mis en place un ministère chargé de la réforme de l'État et parmi les questions à sa charge, il y a la réforme de la justice. Vient également la question de l'impunité. Et un député l'a souligné et je veux répondre à cette question également, l'affaire Zaoura. Cette affaire malheureuse, dès que ça a été connu, la première réaction qui a eu lieu pour dénoncer l'affaire est venue du président de la République. Le gouvernement a dénoncé cet état de fait. Nos compatriotes ont réagi contre cette situation. Et dans une circonstance pareille, qu'est-ce qu'on aurait voulu qu'un gouvernement fît? Sinon, retrouver les présumés coupables, les mettre à la disposition du juge et exiger qu'un jugement soit fait et dans la transparence. Et c'est ce qui a été fait. Les présumés coupables ont été retrouvés, y compris les fugitifs, mis à la disposition du juge qui aujourd'hui est en train de poser ses actes d'instruction. Le gouvernement affirme clairement devant la représentation nationale que sa demande aux juges est de faire de la célérité dans cette affaire pour que la vérité soit manifestée. La ruée vers l'or, et je vais en finir là. De l'or, on en voit dans le Mayo-Kébi ouest, on en a vu au Tibesti et maintenant au Bata. Qu'est-ce qui s'est passé? 30 000 personnes au moins se sont ruées dans la zone parce qu'il y avait de l'or à fleur du sol. Vous suivez très bien l'actualité du monde aujourd'hui. Daesh se nourrit du pétrole pour acheter des armes et terroriser le monde entier. Tous ces gens qui sont venus ne sont pas tous nos compatriotes. Ils sont venus du Soudan, du Niger, de Libye. Qui peut garantir que tout ce monde n'a aucune connexion avec le terrorisme? Est-ce que le gouvernement peut laisser se développer un foyer sans maîtrise au cœur du pays? Non. Le gouvernement a donc mis les forces de sécurité pour stabiliser la situation. Mais dès que la situation aura été stabilisée, le gouvernement n'a aucun intérêt à empêcher qu'il y ait l'exploitation artisanale de l'or. C'est pourquoi il a été demandé à une société sud-africaine qui n'a pas un permis d'exploitation, mais un permis de recherche, mais aussi aider le Tchad à mettre en place des centres et des comptoirs d'achat et de vente de l'or que les gens auraient exploité de façon artisanale mais maîtrisée. En attendant, ce que vous avez constaté, même s'il y a eu débordement, nous n'en avons pas les éléments précis. Ce qui a eu lieu, c'est que le gouvernement a voulu maîtriser la situation, éviter qu'un foyer d'insécurité s'installe au cœur de notre pays à un moment où, ici et là, il y a une menace terroriste qui pèse sur le pays. Voilà, Monsieur le Président, de façon ramassée, les quelques réponses que j'ai bien voulu donner à Messieurs et Mesdames les députés. Je vous remercie. Après les éléments de réponse du Premier ministre, l'on a procédé au vote proprement dit. Compte tenu de la pertinence et de la clarté du programme, les élus du peuple ont investi le gouvernement de Payimi Padaké Albert par la majorité. Bien, pour le programme politique du gouvernement 147, contre le programme politique du gouvernement
1 voix et abstention 23. L'Assemblée nationale a adopté le programme politique du gouvernement. Bien, mesdames et messieurs les députés, d'abord, nous vous remercions pour ce vote de confiance, pour évidemment investir le gouvernement. Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, mesdames et messieurs les membres du gouvernement, le vote de confiance de l'Assemblée nationale investit le gouvernement. Et donc nous estimons que vous avez tous les leviers institutionnels et tous les leviers, je dirais, tous les leviers organisationnels pour maintenant la mise en œuvre de votre programme politique. Néanmoins, comme vous le savez, l'action gouvernementale est toujours contrôlée par l'Assemblée nationale. Et à chaque fois que cela sera nécessaire, on vous demandera de venir nous donner quelques explications pour non seulement nous rassurer, mais pour que nous puissions faire l'évaluation du parcours que vous avez pu faire d'ici les quelques mois à venir. Cette marque de confiance des élus du peuple a été favorablement accueillie par le Premier ministre. Le chef du gouvernement l'a dit à la presse. Ce sont des impressions de satisfaction. Je me suis retrouvé ici dans la maison familiale. Et toutes les interventions de mesdames et messieurs les députés ont concouru à soutenir le programme qui a été présenté. Mais c'est aussi des sentiments de responsabilité compte tenu de l'ampleur des défis. Les chocs conjoncturels sont là. Choc pétrolier, le cours mondial a chuté de 70% pratiquement, faisant perdre l'essentiel de nos recettes. Choc sécuritaire, avec la menace terroriste Boko Haram, qui impose des engagements militaires en dehors de nos frontières, impactant l'équilibre de nos finances publiques. Choc humanitaire avec l'arrivée des réfugiés et déplacés par centaines de milliers à l'intérieur du territoire, pesant sur les ressources publiques. Donc je mesure la gravité de la situation et la lourdeur de la responsabilité qui est la mienne aujourd'hui, de faire en sorte que le peuple tchadien puisse malgré tout vivre normalement et aspirer au développement de son pays dans la paix et dans la quiétude. Tout ceci, comme vous le savez, dans un contexte électoral qui aiguise pas mal de tensions. Notre responsabilité est de faire en sorte que les élections se passent dans la transparence, de façon apaisée et rassure tous les acteurs. Voilà ce que je peux dire comme impression suite à ce vote de confiance de l'Assemblée nationale que je remercie de tout mon cœur. Avec le vote de confiance de la représentation nationale, le gouvernement du 16 février est officiellement investi. Ainsi, le Premier ministre engage toute son équipe à assurer pleinement sa part de responsabilité pour relever tous les défis. Aussi, le gouvernement s'est-il engagé devant le chef de l'État d'être digne et uni par un serment commun pour un dépassement sans limite pour la pleine réalisation de ce programme politique.